Elle se perdait peu à peu. Thelma Robinson, fille d'un des amiraux les plus décorés des États-Unis, voyait ses cheveux tomber chaque matin, et personne ne pouvait lui expliquer pourquoi. Plus de 300 chirurgiens l'ont examinée. Les meilleurs médecins du pays ont effectué tous les tests imaginables. En vain. Son père, un homme qui avait commandé des flottes pendant la guerre, se tenait impuissant dans une chambre d'hôpital, regardant sa fille dépérir. Puis, un soir, une infirmière a fait quelque chose de différent. Elle ne s'est pas contentée de vérifier ses signes vitaux. Elle a regardé là où personne d'autre n'avait regardé. Et ce qu'elle a découvert caché sous ses mèches tombantes allait révéler une défaillance qui a ébranlé tout l'hôpital. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. Thelma Robinson les comptait chaque matin, non par vanité, mais par peur. 23 mèches sur son oreiller à son réveil. 41 autour du siphon de la douche après s'être lavée. 67 emmêlés dans sa brosse alors qu'elle essayait désespérément de se donner un aspect normal. À 24 ans, elle disparaissait petit à petit et personne ne pouvait lui dire pourquoi. Ce mardi matin, la lumière du soleil pénétrait par les hautes fenêtres de l'hôpital, remplissant sa chambre d'une chaude lueur dorée qui semblait presque cruelle tant elle était belle. Car tandis que le monde extérieur continuait à suivre son rythme habituel, les gens se précipitant au travail, les enfants riant sur le chemin de l'école, la vie avançant, Thelma était assise sur le bord de son lit, brossant lentement les mèches de cheveux éparses de sa paume tremblante, se regardant disparaître au ralenti. Elle avait développé un rituel, même si elle détestait l'admettre. Chaque matin, elle ramassait toutes les mèches tombées qu'elle pouvait trouver. Elle les comptait et notait le nombre dans un petit carnet qu'elle cachait dans le tiroir de sa table de chevet. Comme si, d'une manière ou d'une autre, en suivant la perte, elle pouvait lui donner un sens. Comme si les chiffres pouvaient expliquer ce que tous les tests, les scanners et les spécialistes ne pouvaient pas expliquer. Ce n'était pas une perte de cheveux normale. Ce n'était pas le genre de choses qui arrivent quand on est stressé par les examens, qu'on vit une rupture ou qu'on fait face aux pressions quotidiennes d'une jeune femme qui cherche sa place dans le monde. Ce n'était pas génétique. Sa mère avait des cheveux épais et magnifiques, jusqu'à plus de 60 ans. Ce n'était rien de ce à quoi les manuels préparaient les médecins. Rien qui rentrait dans des catégories diagnostiques claires, rien qui ait du sens. C'était autre chose, quelque chose d'invisible, quelque chose qui se déplaçait dans son corps comme un voleur silencieux, lui volant des morceaux de son identité sous les yeux de tous, impuissant et confus. Et le plus terrifiant, c'est que cela avait déjà déconcerté plus de 300 des meilleurs esprits médicaux du pays, 300 spécialistes hautement qualifiés qui l'avaient examiné, testé, scanné, analysé son sang, ses hormones et ses marqueurs génétiques. 300 experts qui avaient posé toutes les questions possibles, suivi tous les protocoles, consulté toutes les bases de données, tous les manuels et tous les collègues auxquels ils pouvaient penser. 300 médecins brillants qui étaient tous arrivés à la même conclusion dévastatrice. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce qui n'allait pas chez Thelma Robinson. Son reflet dans le miroir était devenu celui d'une étrangère, là où d'épais cheveux bruns encadraient autrefois son visage. Désormais, des mèches fines et fragiles s'accrochaient désespérément à son cuir chevelu. Elle avait tout essayé pour le cacher. Des foulards, des chapeaux, des coiffures soignées qui lui prenaient des heures chaque matin. Mais on ne peut pas se cacher à soi-même. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir les poignées de cheveux qui tombent quand on passe ses doigts dans ce qui reste. On ne peut pas ignorer le regard choqué des gens qui détournent rapidement les yeux en faisant semblant de ne rien remarquer. Le pire n'était pas la perte physique. C'était l'incertitude, le fait de ne pas savoir, la terreur rampante que cela ne s'arrêterait peut-être jamais. Qu'elle se réveillerait un matin complètement chauve, toujours sans réponse, toujours sans espoir, que peut-être, d'une manière ou d'une autre, de façon impossible, tout cela n'était que dans sa tête, même si les preuves jonchaient son oreiller chaque matin. Mais avant de comprendre ce que l'infirmière Leora Vance a découvert cette nuit-là, avant d'arriver au moment qui a tout changé, vous devez savoir à quel point ce cas était devenu impossible. Vous devez comprendre la profondeur du mystère, la frustration de la recherche, le désespoir d'une jeune femme et de son père alors qu'ils naviguaient dans un système médical qui disposait de tous les outils,
de toutes les connaissances, de toutes les ressources du monde, et qui pourtant ne pouvait pas la sauver. Car la réponse ne se cachait pas dans une base de données sur les maladies rares, enfouie dans des revues médicales obscures que seuls les spécialistes lisent. Elle ne se cachait pas non plus dans des anomalies génétiques, des maladies auto-immunes exotiques ou d'étranges déséquilibres hormonaux qui nécessitaient des recherches de pointe pour être identifiés. Elle se cachait à la vue de tous, sous le nez de tout le monde, depuis plus d'1 an. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans une pièce remplie d'experts, ou si vous avez vu un être cher souffrir tandis que tout le monde haussait les épaules et passait à la théorie suivante, au test suivant, à l'impasse suivante, cliquez dès maintenant sur le bouton « S'abonner », car cette histoire prouve que parfois, la vérité ne se trouve pas dans les diplômes, les années d'études de médecine ou les nominations dans des hôpitaux prestigieux. Parfois, elle se trouve dans une attention particulière, chez quelqu'un qui est prêt à regarder, chez quelqu'un qui refuse de cesser de voir la personne enfouie sous tous ses graphiques et résultats de tests. Et si vous ne supportez pas l'arrogance médicale, si vous en avez assez de voir des gens souffrir parce que les soi-disant experts sont trop fiers pour admettre qu'ils passent peut-être à côté de quelque chose de simple. Commentaire. Écoutez les infirmières dès maintenant. L'amiral Albert Robinson n'avait pas l'habitude de se sentir impuissant. Pendant 32 ans, il avait inspiré le respect sans l'exiger. Il avait pris des décisions impossibles à des moments où l'hésitation pouvait coûter des vies. Il avait guidé des milliers d'hommes et de femmes à travers des eaux dangereuses, au sens propre comme au figuré. Il avait reçu les éloges de supérieurs hiérarchiques qui faisaient rarement des compliments, des médailles épinglées sur sa poitrine par des généraux qui avaient vu tout ce que la guerre pouvait leur infliger, des honneurs de 3 présidents différents qui comprenaient ce que signifiait servir son pays avec un dévouement sans faille. Son bureau à la base navale racontait l'histoire d'une vie consacrée au service. Des métaux polis tapissaient un mur, chacun représentant un moment de courage, une crise évitée, une mission accomplie contre toute attente. Des photographies immortalisaient des poignées de main avec des dirigeants mondiaux, des cérémonies sur le pont d'un porte-avions, des moments de triomphe qui avaient marqué sa carrière. Au centre de tout cela était accroché un portrait de famille. L'amiral Robinson en uniforme, sa défunte épouse à ses côtés, et Thelma, âgée d'environ 8 ans, souriant à la caméra, avec un sourire qui aurait pu faire fondre la discipline militaire la plus stricte. Mais tout cela n'avait plus d'importance désormais. Aucune de ces médailles ne pouvait l'aider. Aucune de ses relations avec des personnes puissantes ne pouvait changer ce qui était en train de se passer. Aucune de ses ressources accumulées au cours de 3 décennies de services distingués ne pouvait faire quoi que ce soit pour sauver la personne qui comptait le plus à ses yeux. Car sa fille, Thelma, souffrait, et toute son autorité, toutes ses relations soigneusement cultivées, toute sa capacité à faire bouger les choses d'un simple coup de fil, tout cela était inutile face à un mystère que même les meilleurs médecins d'Amérique ne pouvaient résoudre. Thelma avait toujours été sa fierté. Pas de la manière dont certains pères militaires poussaient leurs enfants à revêtir l'uniforme et attendaient d'eux qu'ils suivent des chemins rigides. Non, sa fierté venait du fait de la voir devenir exactement celle qu'elle voulait être. Elle avait obtenu son diplôme avec les meilleures notes de sa promotion à Georgetown, non pas parce qu'il l'avait exigé, mais parce qu'elle avait une intelligence féroce qui ne pouvait être contenue. Elle faisait du bénévolat dans les hôpitaux pour anciens combattants tous les week-ends, s'asseyant auprès des soldats blessés, écoutant leurs histoires, apportant de la lumière dans des chambres qui avaient connu trop d'obscurité. Elle voulait elle-même se lancer dans la médecine, aider les gens comme son père avait servi son pays, faire une différence qui n'avait rien à voir avec le rang ou l'autorité, mais avec de véritables liens humains. Elle avait un rire contagieux, une façon d'illuminer chaque pièce où elle entrait. Les gens étaient attirés par elle sans comprendre pourquoi. Elle entrait dans une réception militaire officielle, un événement généralement guindé et inconfortable, et en quelques minutes, elle faisait rire des généraux au visage sévère, détendait les jeunes officiers et se montrait authentique en leur présence. Elle avait hérité de la chaleur de sa mère, ce don rare qui permettait à chacun de se sentir vu, apprécié, important. Il se souvenait d'elle enfant, courant sur la pelouse de la base navale, ses nattes au vent, criant « Papa est rentré ». Chaque fois qu'il revenait d'une mission, il se souvenait de son adolescence, des longues conversations sur la philosophie et l'éthique,
et de ce que signifiait mener une vie qui avait du sens. Il se souvenait de sa remise de diplôme à l'université, de la façon dont elle l'avait repéré dans la foule et lui avait murmuré « merci » avant d'accepter son diplôme, et de la fierté qui lui avait gonflé la poitrine avec une telle force qu'il en avait failli tomber à la renverse. Puis, il y a 13 mois, tout a changé. Cela a commencé par de petites choses, quelques cheveux supplémentaires dans la douche. Rien d'alarmant. Thelma l'avait mentionné avec désinvolture un soir au dîner. « Je pense que je perds plus de cheveux que d'habitude. » Et ils en avaient ri. Le stress lié à son nouveau poste de chercheuse, les changements dans son alimentation, les fluctuations normales que subit le corps. Mais cela n'a pas cessé. C'est allé de mal en pis. Et ce qui avait commencé par quelques cheveux supplémentaires dans la douche est devenu un mystère médical qui allait révéler à quel point notre système de santé est défaillant. Comment même les experts les plus qualifiés peuvent passer à côté de ce qui se trouve juste sous leurs yeux. Comment l'amour d'un père et une vie entière d'influence ne signifient rien lorsque le système échoue. Mais nous allons trop vite. Laissez-moi vous dire qui s'est penché sur le cas de Thelma Robinson. Tout d'abord, son médecin traitant, le Dr Mitchell, qui la connaissait depuis qu'elle avait 16 ans. Il a effectué les analyses sanguines habituelles, vérifié sa thyroïde, son taux de fer, sa vitamine D. Tout était normal, il l'a donc orienté vers un dermatologue. Puis vint le docteur Sarah Patel, une dermatologue ayant 20 ans d'expérience dans les troubles capillaires et du cuir chevelu. Elle a examiné le cuir chevelu de Thelma à la loupe, prélevé des échantillons, recherché des infections fongiques, des problèmes bactériens, des inflammations, mais rien. Elle a donc envoyé Thelma en endocrinologie. 3 endocrinologues différents sont alors entrés en scène car les résultats thyroïdiens de Thelma semblaient légèrement anormaux. Pas suffisamment anormaux pour expliquer la perte de cheveux, mais suffisamment pour justifier des investigations. Ils ont ajusté les médicaments, surveillé les niveaux hormonaux, effectué des tests pour la maladie de Hashimoto, la maladie de Graves et l'insuffisance surrénale. Les résultats se sont normalisés. Les cheveux ont continué à tomber. Puis 2 rhumatologues ont soupçonné une maladie auto-immune. Ils ont effectué des tests pour le lupus, l'alopécie areata, la sclérodermie et toutes les maladies dans lesquelles le corps s'attaque lui-même. Ils lui ont prescrit des immunosuppresseurs à titre d'essai. Aucun changement. Puis 4 neurologues ont finalement remarqué que la perte de cheveux semblait se concentrer près de son cou, à la base du crâne. Ils ont effectué des tests pour détecter une sclérose en plaques, une musculardrophie, des lésions nerveuses ou cérébrales. Ils ont réalisé des études de conduction nerveuse qui ont rendu Thelma folle à chaque impulsion électrique. Rien de concluant. Puis un oncologue, juste pour écarter l'impensable, car parfois la perte de cheveux est le premier signe de quelque chose de plus grave. Quelque chose qui se cache dans la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques. Les scanners étaient normaux. Pas de cancer, ce qui aurait dû être un soulagement, mais qui, d'une certaine manière, semblait être une autre impasse. Puis des spécialistes des carences nutritionnelles. Peut-être qu'elle n'absorbait pas correctement les nutriments. Peut-être qu'une obscure carence en vitamines en était de la cause. Puis des conseillers génétiques et des spécialistes des troubles génétiques. Peut-être y avait-il une mutation rare, une maladie héréditaire qui ne se manifestait qu'à l'âge adulte. Puis des psychiatres spécialisés dans les troubles liés au stress, car le lien entre le corps et l'esprit est réel et parfois, un traumatisme se manifeste physiquement. Puis des immunologistes spécialisés dans les maladies auto-immunes rares qui n'apparaissent pas dans les tests standards. Puis d'autres endocrinologues examinant les déséquilibres hormonaux au-delà de la thyroïde. Cortisol, œstrogène, progestérone, testostérone, hormones de croissance. Puis des spécialistes en médecine environnementale ont testé son exposition aux toxines, aux métaux lourds, aux produits chimiques industriels, aux moisissures, des choses auxquelles la plupart des gens ne pensent même pas. En l'espace d'1 an, Thelma a consulté 87 médecins différents. Elle a subi 143 tests distincts, des analyses de sang qui lui ont laissé les bras meurtris et douloureux, des biopsies qui ont prélevé des morceaux de son cuir chevelu pour les examiner au microscope. Elle a subi des IRM, pendant lesquels elle devait rester parfaitement immobile dans des tubes claustrophobes, tandis que les machines martelaient autour d'elle. Des scanners qui ont inondé son corps de radiation à la recherche de réponses.
Un séquençage génétique qui a cartographié l'ensemble de son ADN à la recherche de mutations. Des tests pour des maladies si rares qu'elles n'avaient même pas de nom prononçable. Des maladies qui touchaient peut-être 12 personnes dans le monde entier. Et pendant tout ce temps, l'amiral Robinson a attendu dans les salles d'attente. Un homme qui avait autrefois commandé des porte-avions, qui avait pris des décisions en une fraction de seconde, qui avait affecté des milliers de vies, qui avait affronté des crises internationales sans ciller. Maintenant impuissant comme un enfant, regardant les cheveux de sa fille tomber en touffes silencieuses sur les sols stériles, incapable de faire autre chose que lui tenir la main et lui promettre que le prochain médecin aurait des réponses. Mais voici ce qui rendait ce cas si terrifiant. Qu'est-ce qui les empêchait tous les deux de dormir la nuit? Qu'est-ce qui a fini par réduire au silence même les spécialistes les plus confiants? Tous les tests étaient normaux. Pas d'équivoque, pas limite. Pas « nous avons besoin de plus de données ». Normaux, complètement, définitivement, inexplicablement normaux, comme si le corps de Thelma était en parfaite santé, fonctionnant exactement comme il le devrait, suivant toutes les règles biologiques. Même si elle se détériorait visiblement sous les yeux de tous, même si son reflet devenait de moins en moins reconnaissable, même si elle perdait non seulement ses cheveux, mais aussi son espoir. Les spécialistes ont commencé à chuchoter, d'abord lors de conférences médicales et à huis clos, puis plus ouvertement. Peut-être que c'est psychologique. Peut-être que c'est le stress qui se manifeste physiquement. Peut-être qu'elle se fait cela à elle-même sans s'en rendre compte. Peut-être que le problème ne vient pas du tout de son corps. C'est alors que l'amiral Robinson a pris une décision qui allait tout changer. Le Centre médical Sainte-Catherine, classé parmi les 10 meilleurs hôpitaux des États-Unis. Il abrite certains des esprits médicaux les plus brillants au monde. Il dispose d'une technologie de pointe dont la plupart des établissements ne peuvent que rêver. Ces programmes de recherche repoussent les limites de ce que la médecine peut accomplir. Si quelqu'un pouvait résoudre ce mystère impossible, ce serait eux. L'amiral a tiré quelques ficelles. Il a fait appel à des décennies de faveurs accordées par des collègues, des politiciens, avec lesquels il avait travaillé pendant sa carrière dans la marine, et tous ceux qui lui devaient quelque chose. Il a mis à profit toutes ses relations, toutes ses connaissances, toute l'influence qu'il avait accumulée au cours de ses 32 années de service distingué. Et finalement, il a réussi à faire admettre Thelma dans leur unité de diagnostic, un endroit où les cas impossibles étaient résolus, où des équipes de spécialistes collaboraient entre différentes disciplines, partageaient leurs connaissances, abordaient les mystères médicaux avec un regard neuf et des ressources illimitées. Pendant 6 semaines, Thelma est devenue leur projet. Les médecins se relayaient dans sa chambre par équipe de 5, 6, parfois 8 à la fois. Des médecins chevronnés, des résidents juniors, des spécialistes de différents services se rassemblaient tous autour de son lit, discutant de théories, débattant des possibilités, l'examinant comme si elle était un puzzle fascinant qui n'attendait que la bonne combinaison d'esprits brillants pour être résolue. Ils ont examiné tous les tests qu'elle avait subis auparavant, à la recherche de schémas que les autres médecins auraient pu manquer. Ils en ont commandé de nouveaux, des examens d'imagerie plus sophistiqués, des analyses génétiques plus détaillées, des analyses sanguines expérimentales qui testaient des marqueurs dont la plupart des hôpitaux ignoraient même l'existence. Ils ont consulté des bases de données internationales sur les maladies rares. Ils ont contacté leurs collègues de Johns Hopkins, de la Mayo Clinic et de la Cleveland Clinic pour leur demander si quelqu'un avait déjà vu quelque chose de vaguement similaire. Ils ont été minutieux. On ne pouvait pas leur en vouloir. Ils étaient professionnels, systématiques, sincèrement déterminés à trouver des réponses. Certains d'entre eux ont passé leur temps libre à faire des recherches, à lire des revues médicales obscures jusque tard dans la nuit, déterminés à être ceux qui résoudraient le mystère qui avait déconcerté tous les autres. Ils ont abordé le cas de Thelma avec une curiosité intellectuelle, avec compétence, avec tous les outils et toutes les connaissances que la médecine moderne pouvait fournir. Et semaine après semaine, ils sont revenus bredouilles. Thelma a cessé de poser des questions. Après 3 semaines, elle avait appris à lire dans leurs yeux, ce subtil passage de la confiance à la confusion, puis à une frustration à peine dissimulée. C'était toujours la même chose. Un nouveau médecin entrait, le dos droit, la voix assurée, expliquant sa théorie sur ce qui pouvait être à l'origine de ce problème. Il l'examinait, prescrivait des tests, promettait qu'il était sur le point de trouver la réponse.
Puis, quelques jours plus tard, ce même médecin revenait, les épaules légèrement voûtées, évitant le contact visuel direct, utilisant des expressions telles que résultat inattendu et nous devons explorer d'autres pistes. Elle les entendait dans le couloir devant sa chambre, parlant à voix basse mais suffisamment clairement pour qu'elle puisse comprendre. Je n'ai jamais rien vu de tel. Rien dans la littérature ne correspond à ce cas. Nous sommes à court d'options. La nuit, lorsque l'hôpital se calmait et que le défilé des spécialistes s'arrêtait enfin, Thelma s'allongeait dans son lit, fixait le plafond et passait ses doigts dans ce qui restait de ses cheveux. Les mèches semblaient chaque jour plus fines, plus fragiles, comme si elles pouvaient se désintégrer au moindre contact. Et dans ces heures sombres et silencieuses, elle se demandait si elle devenait folle. Si, d'une manière ou d'une autre, tous ces spécialistes avaient raison et que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Si elle fabriquait sa propre souffrance à travers un mécanisme psychologique qu'elle ne pouvait ni contrôler ni comprendre. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. La réponse ne se cachait pas dans une base de données sur les maladies rares. Elle n'était pas enfouie dans une littérature médicale obscure qui nécessitait des consultations internationales pour y accéder. Elle ne se trouvait pas dans les analyses sanguines, les marqueurs génétiques, les titres auto-immunes ou les tests sophistiqués qu'il continuait à effectuer. Elle se trouvait quelque part de beaucoup plus simple, quelque part que 300 experts avaient ignoré, trop concentrés sur la recherche de la complexité pour voir la simplicité. Si vous avez déjà été rejeté par quelqu'un qui était censé vous aider, si vous avez déjà eu l'impression que votre souffrance n'était pas réelle parce que les tests ne pouvaient pas l'expliquer, si vous vous êtes déjà demandé si vous imaginiez votre propre douleur, dites « Je vous crois Thelma, maintenant ». Car ce qui se passe ensuite prouve que parfois, les personnes les plus qualifiées dans la pièce, celles qui ont les références les plus impressionnantes et les listes de publications les plus longues, sont celles qui passent à côté des vérités les plus évidentes. C'est au cours de la 7e semaine à St. Catharines que l'amiral Robinson a finalement craqué. Pas en public, pas là où les médecins, les infirmières ou les autres patients pouvaient le voir. Mais tard dans la soirée, seul dans la chapelle de l'hôpital, un petit espace calme avec des bancs en bois et des vitraux qui reflétaient la lumière déclinante du soleil. Ce héros de guerre décoré, cet homme qui avait affronté les combattants ennemis sans broncher, pleurait. Il n'avait plus aucun moyen d'action, plus aucune faveur à demander, plus aucun espoir. Et c'est exactement à ce moment-là que l'infirmière Lyra Vance entra dans la chambre de Thelma. Lyra Vance n'était pas censée être quelqu'un de spécial. Du moins, pas selon la hiérarchie hospitalière qui régissait le centre médical Sainte-Catherine comme un système de caste invisible. Elle avait 29 ans, était infirmière depuis 6 ans et travaillait principalement de nuit dans l'unité de diagnostic, aux heures creuses où l'hôpital adoptait un rythme différent, plus calme mais d'une certaine manière plus intense. Compétente, discrète, minutieuse, tels étaient les mots qui apparaissaient dans ses évaluations de performance. Bonne avec les patients, respecte les protocoles, fiable, mais juste une infirmière, pas un médecin, pas une spécialiste, pas quelqu'un dont l'opinion avait du poids dans les salles de conférence où le cas de Thelma était débattu sans fin. Juste une infirmière qui prenait les constantes, administrait les médicaments, mettait à jour les dossiers et essayait de mettre les patients à l'aise pendant que les vrais experts médicaux faisaient le travail important de diagnostic et de traitement. Elle avait entendu parler de la fille de l'amiral. Bien sûr, tout le monde en avait entendu parler. Le cas était devenu une sorte de légende dans les couloirs. On en parlait à voix basse pendant les changements d'équipe. On en discutait dans la salle de pause autour d'un café froid et de snacks achetés au distributeur. Le mystère qui intriguait tout le monde. La fille qui perdait ses cheveux sans aucune raison. Le cas impossible qui avait attiré des spécialistes de tout le pays. Tous désireux d'être celui qui finirait par le résoudre. Tous finissaient par ajouter leur nom à la liste croissante des experts qui avaient échoué. Certaines infirmières avaient une pitié de Thelma. D'autres étaient frustrés par le défilé constant de médecins consultants qui perturbaient le fonctionnement normal du service, exigeaient des aménagements spéciaux et traitaient le personnel infirmier comme des assistants glorifiés plutôt que comme des professionnels de santé à part entière. Mais Lyra était simplement curieuse.
Pas d'une manière morbide, pas comme certaines personnes sont attirées par la tragédie. Elle était curieuse de savoir ce que tout le monde manquait, pourquoi un symptôme apparemment simple, la perte de cheveux, était devenu une énigme insoluble. Mais Leora avait appris quelque chose au cours de ses 6 années d'expérience en tant qu'infirmière que la plupart des spécialistes avaient oublié au cours de leurs décennies d'études de médecine, enfouis sous des couches de diagnostics différentiels, de protocoles fondés sur des preuves et d'études évaluées par des pairs. Elle avait appris que parfois, les réponses ne se trouvent pas dans les tests. Parfois, elles ne se trouvent pas dans les analyses sanguines, les images ou le séquençage génétique. Parfois, elles se trouvent dans le patient, dans sa façon de bouger, de parler, dans les petits gestes inconscients qui révèlent ce que les mots et les résultats de laboratoire ne peuvent pas révéler. Elle avait grandi dans une petite ville rurale du Montana, où l'hôpital le plus proche se trouvait à 65 km, où les gens avaient appris à prêter attention aux signes subtils, car attendre les résultats des tests pouvait faire la différence entre détecter quelque chose à temps et perdre un être cher. Elle avait vu sa grand-mère souffrir à cause d'un diagnostic erroné, car personne n'avait pris le temps de vraiment l'examiner, d'écouter ce qu'elle disait au-delà de ses symptômes. Les médecins étaient inefficaces, professionnels, mais toujours pressés, passant toujours aux patients suivants, faisant toujours plus confiance à leurs tests qu'à leurs observations. Sa grand-mère est morte d'une maladie qui aurait dû être détectée 6 mois plus tôt. Si seulement quelqu'un avait remarqué qu'elle favorisait son côté gauche lorsqu'elle marchait, la façon dont elle grimaçait lorsqu'elle respirait profondément, les petits signes qui indiquaient que son corps appelait à l'aide dans un langage que les médecins ne prenaient pas la peine d'apprendre. C'est pourquoi Leora est devenue infirmière. Pas pour suivre aveuglément les protocoles, pas pour simplement exécuter les ordres écrits par des médecins qui passaient 5 minutes avec leurs patients avant de passer au suivant. Elle est devenue infirmière pour voir ce que les autres ne voyaient pas, pour prêter attention dans un système de santé qui valorisait de plus en plus l'efficacité plutôt que l'observation, pour être le genre de soignante qu'elle aurait souhaité que sa grand-mère trouve avant qu'il ne soit trop tard. Elle a développé sa propre approche au fil des ans. Lorsqu'elle entrait dans la chambre d'un patient, elle ne se précipitait pas immédiatement sur le tensiomètre ou sur le dossier électronique. Elle se présentait. Elle s'asseyait si elle le pouvait, se mettant au même niveau que le patient, au lieu de se tenir debout au-dessus de lui dans une position d'autorité. Elle posait des questions ouvertes et écoutait réellement les réponses, observant non seulement ce que les patients disaient, mais aussi comment ils le disaient, ce que leur corps révélait et que leurs mots ne disaient pas. Les autres infirmières la taquinaient parfois parce qu'elle passait trop de temps avec les patients, parce qu'elle s'investissait émotionnellement dans des cas qu'elle n'avait pas à résoudre. Mais Leora ne pouvait s'en empêcher. Elle avait vu trop de personnes passer entre les mailles d'un système qui privilégiait le débit plutôt que la minutie, qui mesurait le succès en termes de volume de patients plutôt qu'en termes de résultats. Et ce soir, lors d'une garde qui semblait tout à fait routinière, une autre nuit de contrôle des signes vitaux, de distribution de médicaments et de remplissage des dossiers pendant les heures calmes où la plupart des hôpitaux dormaient, le don de Leora pour l'attention allait enfin avoir l'occasion de faire ses preuves. Leora frappa doucement avant d'entrer. Même si Thelma était éveillée, elle pouvait le deviner à la façon dont la lumière du couloir se reflétait dans ses yeux. Ce regard distant et insomniaque que prennent les patients lorsque l'espoir s'amenuise, lorsque les nuits s'étirent à l'infini et que le sommeil semble être un luxe réservé aux personnes dont le corps ne les trahit pas. La chambre d'hôpital était calme à 2h47 du matin, remplie uniquement du bip doux et rythmé des moniteurs et du léger bourdonnement des systèmes de ventilation. La plupart des membres de l'unité de diagnostic dormaient ou essayaient de dormir. Mais Thelma était allongée là, les yeux ouverts, fixant le plafond comme s'il pouvait lui apporter les réponses que tous ces spécialistes n'avaient pas trouvées. « Bonjour Thelma, je m'appelle Leora. Je suis venu vérifier vos signes vitaux. Comment vous sentez-vous ce soir? » Thelma esquissa un petit sourire, celui qu'elle avait perfectionné au fil des mois, en répondant à la même question posée par des dizaines de professionnels de santé différents. Ce sourire qui disait « Je coopère, je suis une bonne patiente. Ne me demandez pas comment je vais vraiment, car je n'ai plus l'énergie d'être honnête. Bien. » Fatigué, je parie. Leora tira une chaise au lieu de se tenir debout près du lit comme le faisaient la plupart des infirmières,
un bloc-notes à la main, parcourant leur liste de contrôle avec un professionnalisme efficace. Elle s'assit à la hauteur de Thelma et poussa un long soupir. « Ça vous dérange si je m'assois? La journée a été longue et ces chaussures me font souffrir. » C'était un geste si simple, si humain. Pas d'infirmière à patiente, mais de personne à personne. Et le sourire habituel de Thelma s'adoucit pour devenir plus sincère. C'est là, bien sûr, que Leora fit quelque chose de différent. Quelque chose qu'aucun des 300 spécialistes n'avait pensé à faire. Ou peut-être y avait-il pensé, mais avait-il décidé que ce n'était pas une utilisation efficace de leur temps précieux? Elle ne se précipita pas. Elle ne consulta pas immédiatement le dossier électronique et ne passa pas en revue la liste de contrôle des signes vitaux et des horaires de prise de médicaments. Elle ne traita pas Thelma comme un mystère médical à résoudre à l'aide de la bonne combinaison de tests et d'interventions. Elle s'est contentée de discuter. Elle a demandé à Thelma comment s'était passée sa journée, ce qu'elle avait mangé, si la nourriture était aussi mauvaise que celle servie habituellement à l'hôpital, si elle avait réussi à dormir ou si elle n'avait fait que somnoler, comme si les hôpitaux étaient conçus pour empêcher le sommeil. Elle lui a posé des questions sur sa famille, lui a demandé si son père lui avait rendu visite aujourd'hui, comment il supportait le stress. Elle lui a demandé ce qui lui manquait le plus dans sa vie avant l'hôpital, pas avant la perte de ses cheveux, mais avant que tout ne devienne rendez-vous, examen et attente de réponse qui ne venait jamais. Et pendant qu'elle discutait, Leora observait, non pas d'un œil clinique, ni avec le détachement d'un chercheur étudiant un sujet. Elle observait comme un peintre étudie la lumière qui change à travers un paysage, comme un musicien écoute les fausses notes dans un orchestre, la subtile dissonance qui révèle quelque chose d'important sous l'harmonie apparente. C'est alors qu'elle l'a remarqué. La façon dont Thelma penchait légèrement la tête vers la gauche lorsque la lampe de chevet éclairait ses yeux, comme si la lumière la gênait. Elle avait appris à ajuster automatiquement la façon dont sa main se déplaçait instinctivement vers la nuque lorsqu'elle parlait de maux de tête. Pas des migraines dramatiques qui la clouaient au lit, mais des maux de tête persistants et légers qui étaient devenus si constants qu'elle ne les remarquait presque plus. De petites choses inconscientes, le genre de détails qui n'apparaissent pas dans les entretiens avec les patients, car les gens ne pensent pas à mentionner ce qui est devenu normal. Leora remarqua la façon dont les doigts de Thelma massaient distraitement le même endroit à la base de son crâne. La façon dont elle changeait de position lorsqu'elle était assise depuis trop longtemps. Les légères grimaces qui traversaient son visage lorsqu'elle tournait la tête trop rapidement vers la droite. Ce n'étaient pas des symptômes que Thelma avait signalés. Ils ne figuraient dans aucun des dossiers médicaux détaillés qui documentaient chaque test, chaque consultation, chaque théorie qui avait été explorée et écartée. Il s'agissait simplement des adaptations silencieuses qu'un corps effectue lorsque quelque chose ne va pas. Les accommodements inconscients que nous développons pour vivre avec un inconfort chronique. Voici ce que vous devez comprendre. Leora n'était pas plus intelligente que ses 300 spécialistes. Elle n'avait pas accès à des tests qu'ils n'avaient pas. Elle ne possédait pas de diplôme médical supérieur ou de formation spécialisée qui leur manquait. Elle ne connaissait pas de techniques de diagnostic secrètes qui avaient été négligées lors de toutes ses conférences et consultations. Ce qu'elle avait, c'était du temps. Du temps pour s'asseoir avec Thelma, non pas comme un cas à résoudre, mais comme une personne à observer. Et de la patience. La patience de laisser la conversation se dérouler naturellement, d'observer sans a priori, de remarquer ce qui se révélait lorsque l'on cessait de chercher désespérément des réponses. Et peut-être plus important encore, elle était disposée à laisser sa patiente la guider plutôt que l'inverse. Au lieu d'arriver avec des théories et d'utiliser Thelma pour les confirmer ou les infirmer, elle a laissé le corps de Thelma raconter sa propre histoire, révéler sa propre vérité dans le langage des gestes, des mouvements et des adaptations inconscientes. Thelma, cela vous dérangerait-il si je vous faisais un rapide examen physique? Rien d'invasif, je vous le promets. Je veux juste vérifier quelque chose. Thelma acquiesça sans hésiter. Elle avait été palpée et examinée tant de fois au cours des 13 derniers mois, examinée par tant de mains différentes, soumise à tant de tests et de procédures, qu'une paire de mains de plus ne faisait guère de différence, qu'était un examen de plus dans la parade interminable de médecins et de spécialistes
qu'ils l'avaient tous examiné sans rien trouver. Léora se leva et se dirigea vers le lit. Ses mouvements étaient délibérés et calmes. Elle commença là où toutes les infirmières commencent. Les bases qui deviennent si routinières qu'elles en deviennent presque méditatives. D'abord le pouls, les doigts posés délicatement sur le poignet de Thelma, comptant le rythme régulier. Normal, puis la température. Le thermomètre émettant un léger bip après quelques secondes. Normal, puis la tension artérielle. Le brasseur se gonflant et se dégonflant avec ce sifflement familier. 118 sur 76. Normal. Comme toujours, tout était toujours normal. C'était ce qui rendait ce cas si exaspérant. Le détail qui avait conduit 300 spécialistes à la frustration et finalement à l'échec. Selon tous les critères mesurables, Thelma Robinson était en bonne santé. Son corps fonctionnait exactement comme il le devait. Les chiffres ne mentaient jamais, et ils indiquaient toujours qu'elle allait bien. Mais Léora ne s'intéressait pas aux chiffres pour le moment. Elle s'intéressait à ce que les chiffres ne pouvaient pas mesurer. « Je vais maintenant examiner votre scalp maintenant. » « D'accord, je vais juste palper doucement. » Elle se plaça derrière Thelma, ses mains suspendues un instant avant d'entrer en contact. Lorsqu'elle toucha la tête de Thelma, ses doigts étaient chauds, prudents, respectueux de la sensibilité qui accompagne une maladie chronique inexpliquée. Elle travailla méthodiquement, section par section, ses doigts parcourant ce qui restait des cheveux de Thelma, avec la minutie de quelqu'un qui cherche quelque chose de précis, mais sans savoir encore quoi. Elle ne cherchait pas de zone chauve. Celle-ci était évidente, visible par quiconque avait des yeux. Elle ne cherchait pas d'inflammation, de lésion ou tout autre élément que le dermatologue avait déjà examiné une douzaine de fois. Elle cherchait autre chose, quelque chose que sa conversation avec Thelma avait suggéré comme pouvant être là, caché sous la surface, là où les examens standards ne penseraient pas à chercher. Ses doigts se déplacèrent du sommet du crâne de Thelma vers la nuque, suivant la courbe naturelle du crâne, à la recherche d'irrégularités dans la structure osseuse, dans les tissus, dans tout ce qui pourrait expliquer pourquoi Thelma inclinait inconsciemment la tête pour éviter la lumière. Pourquoi sa main se posait toujours au même endroit lorsqu'elle parlait de maux de tête. Puis ses doigts s'arrêtèrent. Juste à la base de la racine des cheveux de Thelma, là où le crâne rencontre le cou, là où l'os occipital s'incurve vers le bas, pour rejoindre la première vertèbre cervicale, il y avait quelque chose. Quelque chose de si faible, si subtil, qu'on ne le remarquerait pas du tout si on ne le cherchait pas activement. Si vos doigts n'étaient pas entraînés à détecter les plus petites déviations par rapport à l'anatomie normale, une ligne de tissu à peine surélevée, presque invisible sous les cheveux restants. De vieux tissus cicatriciels. Le genre qui se forme lorsque la peau guérit une blessure et laisse derrière elle une marque si effacée que le temps l'a presque effacée. Thelma, avez-vous déjà eu des blessures à la tête? Peut-être quand vous étiez plus jeune, même quelque chose de mineur? Thelma réfléchit un instant, le front plissé par l'effort de se souvenir. Je ne pense pas. Quoi? Il y a une petite cicatrice ici, très ancienne, presque invisible. Quelqu'un d'autre l'a-t-il remarqué? Léora gardait une voix calme et professionnelle, mais son cœur battait plus vite maintenant, car elle savait. Elle savait qu'elle avait trouvé quelque chose d'important, quelque chose que tous les autres examens avaient en quelque sorte négligé. La main de Thelma se porta à son cou, ses doigts cherchant ce que Léora avait trouvé. Une cicatrice? Je ne m'en souviens pas. Attendez. Sa voix changea. Des souvenirs remontèrent à la surface, des souvenirs datant d'il y a des années, d'avant la perte de cheveux, les hôpitaux et les rendez-vous médicaux interminables. Quand j'avais 16 ans, je suis tombé de cheval, je me suis cogné la tête contre un poteau de clôture. Je suis allé aux urgences, ils m'ont dit que j'allais bien, m'ont juste donné de la glace et m'ont renvoyé chez moi. Il y a 8 ans, l'esprit de Léora tournait déjà à toute vitesse, reliant des points qui semblaient soudainement évidents. Il y a 8 ans, une blessure à la tête, suffisamment mineure pour que les médecins des urgences la jugent sans gravité, l'avait renvoyée chez elle avec des instructions standards post-commotionnelles et rien de plus. Pas d'imagerie de suivi, pas de surveillance à long terme, juste une adolescente qui s'était cognée la tête, semblait aller bien et avait été autorisée à reprendre le cours de sa vie. Mais et si tout n'allait pas bien?
Et si cet impact, ce traumatisme, avait causé des dommages qui n'étaient pas immédiatement apparents? Et s'il y avait eu une fracture petite et stable qui n'avait pas été détectée parce que personne n'avait pensé à la rechercher? Et si cette fracture, au cours des 8 dernières années, s'était progressivement déplacée, appuyant sur les nerfs et causant des problèmes qui n'apparaissaient pas dans les tests standards parce que personne n'avait examiné la zone concernée? La perte de cheveux avait commencé il y a 13 mois. Mais cela ne signifiait pas que la cause sous-jacente avait commencé il y a 13 mois. La compression nerveuse peut être progressive, s'accumulant lentement au fil du temps jusqu'à ce que les symptômes se manifestent enfin. Une fracture datant d'il y a 8 ans pouvait tout à fait causer des problèmes aujourd'hui, surtout si elle se trouvait exactement au bon ou au mauvais endroit pour affecter les voies nerveuses responsables du fonctionnement des follicules pileux. Ce que Leora soupçonnait à ce moment-là allait bouleverser toute cette affaire. Car si elle avait raison, cela signifiait que 300 spécialistes n'avaient pas seulement manqué un petit détail obscur qui nécessitait des compétences exceptionnelles pour être détecté. Ils avaient manqué quelque chose qui causait la souffrance de Thelma depuis plus d'1 an. Quelque chose de fondamental. Quelque chose qui aurait pu être découvert grâce à un simple test que personne n'avait pris la peine de prescrire. Car personne n'avait pensé à faire le lien entre une blessure subie pendant l'enfance et un symptôme actuel. Ils l'avaient manqué parce qu'ils n'avaient jamais posé la bonne question. Parce que les formulaires d'admission de Thelma mentionnaient la chute, mais celle-ci était répertoriée dans les antécédents médicaux et considérée comme un événement ancien sans importance. Parce que lorsque l'on recherche des maladies auto-immunes rares et des anomalies génétiques, on ne pense pas à demander un scanner haute résolution des anciens sites de blessures. On pourrait penser que la découverte d'une avancée potentielle serait un motif de réjouissance. On pourrait penser que les médecins écouteraient avec intérêt, enquêteraient immédiatement, remercieraient Leora pour sa diligence et son observation attentive. On pourrait penser qu'après 13 mois d'échecs, après 300 spécialistes qui n'ont rien trouvé, quelqu'un serait reconnaissant d'avoir une nouvelle piste, peu importe d'où elle vient. Vous auriez tort. Le premier médecin que Leora a approché a à peine levé les yeux de sa tablette. Le docteur Blumryo, un neurologue qui consultait sur le cas de Thelma depuis 3 semaines, se tenait au poste des infirmières, examinant les dossiers des patients avec le détachement efficace de quelqu'un qui avait 17 autres cas exigeant son attention. Docteur Rio, je dois vous parler de Thelma Robinson. Infirmière Vance, nous avons effectué 17 examens d'imagerie différents sur cette patiente. S'il y avait un problème structurel, nous l'aurions trouvé. Mais cette cicatrice se trouve juste au-dessus du faisceau de nerfs occipitaux. S'il y avait une fracture ou une compression, nous l'aurions vu sur les images. Il n'y a rien. Il ne la regarda même pas. Il continua à faire défiler son tablette, passant déjà au patient suivant, au problème suivant, rejetant son observation avant même qu'elle ait fini de l'expliquer. Mais l'imagerie n'était pas en haute résolution au niveau du site de la blessure. Si seulement nous pouvions. Il s'est éloigné au milieu de sa phrase, appelé dans la chambre d'un autre patient par un résident qui avait besoin d'une consultation. Leora est resté là, les mots mourants dans sa gorge, le regardant disparaître dans le couloir sans un regard en arrière. Elle a essayé 3 autres médecins de garde. Le docteur Patricia Holmes, une endocrinologue. Le docteur James Winters, un autre neurologue. Le docteur Rebecca Santos, médecin-chef de l'équipe de diagnostic. La réponse était toujours la même. Des variations sur le même thème. Nous avons déjà examiné, nous avons déjà fait des tests. Si c'était là, nous l'aurions trouvé. Le docteur Santos était la pire. Elle écouta l'explication de Leora avec un sourire patient, le genre d'expression que l'on réserve à un enfant qui pense avoir fait une découverte importante sur quelque chose que les adultes comprennent déjà. Lorsque Leora eut terminé, le docteur Santos posa une main sur son épaule, avec douceur et condescendance, et dit « J'apprécie votre souci du patient. Vraiment, mais vous devriez peut-être vous en tenir à vos tâches d'infirmière et laisser les spécialistes s'occuper du diagnostic. Nous nous en chargeons. Vous en tenir à vos tâches d'infirmière, comme si l'observation n'était pas une tâche d'infirmière. Comme si les soins aux patients commençaient et finissaient par l'administration de médicaments et la vérification des signes vitaux. Comme si 6 années passées à observer, à écouter, à remarquer ce que les autres ne voyaient pas, ne comptaient pour rien par rapport aux diplômes de médecine et aux formations spécialisées.
Leora se retrouva dans la salle de pause à 4 heures du matin, épuisée, fixant une tasse de café qui avait refroidi depuis 1 heure. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, plongeant tout dans cette lumière crue qui rend chaque surface fatiguée et usée. Elle aurait dû terminer son service, documenter ses visites, rentrer chez elle pour dormir. Au lieu de cela, elle était assise là, repassant chaque conversation, chaque rejet, se demandant s'ils avaient peut-être raison. Peut-être qu'elle dépassait les limites. Peut-être que cette cicatrice ne signifiait rien. Peut-être qu'elle voyait des liens qui n'existaient pas parce qu'elle voulait tellement être celle qui aidait, qui faisait de la différence. C'est le moment où la plupart des gens auraient abandonné, auraient dit « j'ai essayé ». Ils auraient consigné leurs observations dans le dossier du patient et seraient passés à l'autre chose. Laisseraient ce problème à quelqu'un d'autre, la responsabilité à quelqu'un d'autre. Après tout, qui était-elle pour remettre en question 300 experts? Qui était-elle pour penser qu'elle en savait plus que des médecins ayant des décennies d'expérience, des murs couverts de diplômes, de publications et de récompenses? Qui était-elle pour croire que son instinct, son observation attentive pendant un service de nuit, pouvait avoir plus de valeur que tous leurs tests et analyses sophistiquées? Mais Leora ne pouvait s'empêcher de penser au visage de Thelma. La lueur d'espoir qui avait brillé dans ses yeux lorsque Leora lui avait posé des questions sur son ancienne blessure, comme si enfin quelqu'un regardait dans une direction que personne d'autre n'avait envisagée. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'amiral Robinson, debout près de cette fenêtre chaque jour, regardant sa fille s'éteindre. Cet homme puissant réduit à l'impuissance par un système qui disposait de tous les outils, mais ne trouvait pas la réponse. Et elle ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les fois où, dans sa propre vie, une personne d'autorité avait rejeté quelque chose d'important parce que cela venait de quelqu'un qu'elle considérait comme moins qualifié. Sa grand-mère lui avait dit que sa douleur n'était probablement que de l'anxiété, probablement juste l'âge, probablement rien de grave, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ses professeurs à l'école d'infirmière, qui privilégiaient le protocole à la réflexion critique, qui leur apprenaient à suivre les ordres plutôt qu'à les remettre en question. Tous les patients qu'elle avait vus passer entre les mailles du filet parce que le système était trop rigide, trop hiérarchique, trop convaincu de sa propre infaillibilité pour écouter. Elle a donc pris un risque qui pouvait lui valoir une réprimande, un avertissement écrit, voire un licenciement selon la gravité de la situation. Elle a décroché le téléphone du poste des infirmières et fait défiler l'annuaire de l'hôpital et a trouvé le nom qu'elle cherchait. Dr. Sarah Rio, sans lien avec le Dr. Bloom Rio, une personne complètement différente. Médecin traitant senior, 23 ans à Saint-Catharines, connu pour être dur mais juste, pour écouter réellement le personnel infirmier, pour se soucier davantage des résultats des patients que de la politique institutionnelle. Leora ne lui avait jamais parlé directement. Le Dr. Rio occupait un poste plusieurs échelons au-dessus d'une infirmière de nuit dans la hiérarchie de l'hôpital. Mais elle avait la réputation, chuchotée parmi le personnel infirmier, d'être quelqu'un qui se battait pour les patients quand les autres ne le faisaient pas, qui privilégiait les bons soins à l'ego professionnel. Leora prit une inspiration et composa son numéro, sachant que cela pouvait très mal tourner, sachant qu'elle risquait de mettre fin à sa carrière avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Et ce qui allait se passer ensuite allait soit confirmer son instinct et changer tout pour Thelma Robinson, soit faire passer Leora Vance pour une infirmière qui dépassait les limites et ne savait pas rester à sa place, mettant fin à tout espoir d'être à nouveau prise au sérieux dans cet hôpital. Si vous vous êtes déjà fait dire que vous aviez tort par quelqu'un qui refusait de vous écouter, si vous avez déjà dû vous battre pour ce que vous saviez être juste, même lorsque tous ceux qui avaient plus de pouvoir et plus de qualifications que vous rejetez, cliquez sur « J'aime » dès maintenant, car Leora Vance est sur le point de nous montrer à tous ce qui se passe lorsque l'on refuse de céder. Lorsque l'on fait passer les soins aux patients avant la sécurité professionnelle, lorsque l'on risque tout parce que rester silencieux revient à trahir ses convictions. Et si vous ne supportez pas l'arrogance médicale, si vous en avez assez de voir des personnes qualifiées être rejetées parce qu'elles n'ont pas les bonnes lettres après leur nom, commentez. Les infirmières savent mieux que quiconque qu'il faut la soutenir. Le docteur Sarah Rio travaillait à Sainte-Catherine depuis 23 ans. Elle avait tout vu.
des miracles médicaux qui défiaient toutes les statistiques, des pertes tragiques qui la hantaient encore dans ces moments de calme, des diagnostics révolutionnaires arrivés à la dernière minute, des cas qui avaient échappé à tout le monde malgré des efforts héroïques, et plus que sa part de bataille d'ego entre spécialistes, de guerre de territoire sur la prise en charge des patients, de médecins brillants qui laissaient leur fierté entraver la bonne médecine. Lorsque son beeper s'est mis à sonner à 6h15 du matin avec un message d'une infirmière de nuit demandant une consultation urgente, son premier réflexe a été de l'ignorer. Elle avait veillé tard la nuit précédente pour examiner des cas, n'avait dormi que 4 heures et n'était officiellement de service que dans 45 minutes. Quoi qu'il en soit, cela pouvait attendre, être confié à l'équipe de jour qui arrivait, être traité par les voies appropriées plutôt que par un bip direct à un médecin senior. Elle faillit effacer le message, se retourner et essayer de profiter de 20 minutes de repos supplémentaires avant que son réveil ne sonne. Mais quelque chose dans le message a attiré son attention. Ce n'était pas une demande urgente classique. Patiente en état critique, intervention immédiate nécessaire, tout le monde sur le pont. C'était un message précis, détaillé, qui suggérait que son expéditeur avait bien réfléchi à ce qu'il demandait et pourquoi. Fracture occipitale potentielle non détectée à l'imagerie. Antécédent de traumatisme crânien il y a 8 ans, jamais mise en relation avec les symptômes actuels. Demande d'un scanner haute résolution immédiat des vertèbres C, 1, C2 et de la base du crâne. Patiente. Thelma Robinson, chambre 407. Thelma Robinson. La fille de l'amiral. Le cas impossible qui était devenu une légende dans l'hôpital. Le mystère qui avait déconcerté tous les spécialistes qui s'étaient penchés dessus. Le docteur Rio avait examiné le dossier il y a quelques semaines, lorsque l'équipe de diagnostic avait demandé l'avis du personnel senior. Elle avait lu l'ensemble de la documentation, les centaines de résultats d'examen, les innombrables notes des consultants. Elle n'avait rien à ajouter qui n'ait déjà été pris en considération. Elle n'était qu'une experte de plus ajoutant son nom à la liste des personnes qui n'avaient pas réussi à résoudre le cas. Mais la fracture occipitale non détectée à l'imagerie était un élément spécifique. Cela suggérait que quelqu'un avait trouvé quelque chose, remarqué quelque chose, fait le lien entre des éléments que les autres n'avaient pas vus. Et la mention d'un traumatisme crânien remontant à 8 ans était intéressante. C'était le genre de détail qui est enfoui dans les antécédents médicaux, classés comme anciens et sans importance, jamais reliés aux symptômes actuels. Car qui pourrait penser qu'une blessure subie pendant l'enfance pourrait causer des problèmes près d'une décennie plus tard? Le docteur Rio s'est redressé, oubliant son sommeil. Elle a relu le message, puis a vérifié qui l'avait envoyé. Leora Vance, infirmière de nuit, 6 ans d'expérience. Elle ne la connaissait pas personnellement, mais la précision de la demande suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une réaction paniquée ou d'une infirmière dépassant ses limites. C'était quelqu'un qui avait observé quelque chose, y avait réfléchi et avait suffisamment confiance en son évaluation pour appeler un médecin senior à l'aube. Elle répondit « Mon bureau. 15 minutes. » Leora se tenait devant le bureau du Dr. Rio à 6h32 du matin, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge, prête à essuyer un nouveau refus, un nouveau sermon condescendant lui enjoignant de rester à sa place. Son service avait pris fin 30 minutes plus tôt. Elle aurait dû être dans sa voiture, en route vers chez elle, essayant de se remettre de la frustration d'avoir été ignorée par 4 médecins différents. Au lieu de cela, elle se tenait là, épuisée, sous l'effet de l'adrénaline, du café et de son refus obstiné de laisser tomber. La porte s'ouvrit. Le docteur Sarah Rio était exactement comme Leora l'avait imaginé. La cinquantaine, des mèches grises dans ses cheveux foncés, tirés en arrière en une queue de cheval pratique. Des yeux perçants qui ne manquaient rien. Le genre de présence qui imposait le respect sans avoir besoin de l'exiger. Elle portait une blouse et un manteau blanc, se préparant clairement pour sa journée malgré l'heure matinale. Mais lorsque ses yeux perçants rencontrèrent ceux de Leora, elle ne vit ni agacement ni rejet. Elle vit de la curiosité, un intérêt réel et sincère. Infirmière Vance entrait. Le bureau était petit mais bien organisé. Les murs étaient tapissés de manuels et de revues médicaux. Le bureau était couvert de dossiers de patients et d'articles de recherche, de diplômes et de certifications qui témoignaient de décennies de dévouement.
Le docteur Rio lui indiqua une chaise en face de son bureau et s'assit, sortant un bloc-notes et un stylo. Pas une tablette, pas un ordinateur, mais du vrai papier, comme si elle voulait y consacrer toute son attention sans distraction numérique. Expliquez-moi votre raisonnement et ne passez aucun détail sous silence. Ne vous justifiez pas. Ne justifiez pas pourquoi vous me faites perdre mon temps. Juste une demande directe de présenter son cas, formulée sur un ton qui suggérait que le docteur Rio était réellement prêt à écouter. Leora prit une inspiration et commença. Pendant les 15 minutes qui suivirent, elle exposa tout. Elle décrivit sa conversation avec Thelma. La façon dont elle avait observé et remarqué les petits mouvements inconscients, la légère inclinaison de la tête lorsque la lumière frappait ses yeux, la main qui dérivait constamment vers l'arrière de son cou, les gémissements subtils lorsqu'elle tournait la tête trop rapidement. Elle expliqua comment ces observations l'avaient incité à procéder à un examen physique, comment elle avait découvert le tissu cicatriciel presque invisible à la base de la racine des cheveux de Thelma, comment Thelma ne s'était souvenue de la blessure de son enfance que lorsqu'on lui avait posé directement la question. Elle a parlé de la chronologie de la blessure il y a 8 ans, de la perte de cheveux qui a commencé il y a 13 mois, et de la façon dont cela correspondait parfaitement à la progression de la compression nerveuse, comment les dommages causés par une ancienne fracture pouvaient rester stables pendant des années avant que des changements progressifs ne provoquent l'apparition de symptômes. Comment le schéma de perte de cheveux de Thelma correspondait exactement aux voies nerveuses qui seraient affectées par la compression à cet endroit précis. Elle expliqua pourquoi les examens d'imagerie précédents n'avaient pas permis de le détecter. Parce qu'ils recherchaient une maladie active, une inflammation, des anomalies des tissus mous et non un ancien traumatisme squelettique. Parce que les scanners à résolution standard de la mauvaise zone ne montraient pas de fracture capillaire de l'os occipital. Parce que personne n'avait pensé à établir un lien entre une blessure vieille de 8 ans et un symptôme vieux de 13 mois, le docteur Rio écouta sans l'interrompre, prenant des notes et hochant parfois la tête. Lorsque Leora eut terminé, le silence se fit dans le bureau. Le docteur Rio relut ses notes, tapotant le papier avec son stylo, réfléchissant. Le silence se prolongea. Leora sentit sa confiance vaciller. Peut-être était-ce le moment où le docteur Rio allait lui expliquer gentiment mais fermement pourquoi cette théorie ne tenait pas la route. Pourquoi les autres médecins avaient eu raison de la rejeter. Pourquoi? Le docteur Rio leva les yeux. Les scanners précédents étaient à résolution standard, axés sur l'exclusion de masse et d'inflammation. Vous suggérez que nous ayons besoin d'un scanner à haute résolution spécifiquement de l'os occipital et de la partie supérieure de la colonne cervicale. Oui, s'il y a une fracture, s'il y a une compression du faisceau nerveux. Le docteur Rio prit son téléphone. Appelez-moi le service de radiologie. Je veux un scanner à haute résolution de la colonne cervicale et de la base du crâne pour Thelma Robinson, chambre 407. Aujourd'hui, priorité numéro 1. Oui, je sais que nous avons déjà fait des images. C'est différent. Nous recherchons des anomalies squelettiques, d'anciens traumatismes, une éventuelle compression nerveuse au niveau de la région occipitale. J'ai besoin de la plus haute résolution possible. Elle raccrocha et regarda Leora. Ils l'emmèneront en imagerie dans les 2 heures. Bon travail, infirmière Vance. Dans les 2 heures, Thelma Robinson passerait à nouveau un examen d'imagerie, mais cette fois-ci, il chercherait au bon endroit, poserait les bonnes questions, rechercherait ce qui était là depuis le début. Cette fois-ci, il verrait enfin ce que 300 spécialistes avaient manqué. Ce qui était caché à la vue de tous depuis plus d'1 an. Ce qu'une infirmière de nuit avait découvert en faisant la chose la plus simple et la plus révolutionnaire qui soit, à savoir regarder sa patiente. L'amiral Robinson se tenait dans la salle d'observation, les bras croisés sur la poitrine, essayant de ne pas espérer. Il avait été déçu trop souvent au cours des 13 derniers mois. Il avait vu trop de médecins confiants entrer dans la chambre de Thelma avec des théories et des certitudes pour en ressortir quelques semaines plus tard, confus et désolé. Il avait entendu trop de promesses selon lesquelles cet examen nous dirait ce que nous avions besoin de savoir, suivi de résultats qui ne leur apprenaient rien du tout. Mais quelque chose dans la façon dont le docteur Rio avait expliqué cela semblait différent. Elle n'avait pas promis de réponse, n'avait pas exagéré les possibilités. Elle avait simplement dit « Nous allons regarder là où nous n'avons jamais regardé auparavant, et nous verrons ce que nous trouverons. »
Honnête, direct, sans faux espoirs, mais sans rejet non plus. Thelma était allongée sur la table d'examen, parfaitement immobile, tandis que la machine ronronnait autour d'elle. Elle avait fait cela tellement de fois que sa claustrophobie s'était estompée, remplacée par une sorte d'acceptation engourdie. Un autre scanner, une autre série d'images qui ne montreraient probablement rien, comme toutes les autres. Les techniciens se déplaçaient avec une efficacité rodée, ajustant les angles, calibrant les réglages, parlant dans le jargon technique des personnes qui avaient effectué cette procédure des milliers de fois. Le docteur Rio se tenait à côté du radiologue, le docteur Bloma Kumquo. Tous deux regardaient l'écran tandis que les images commençaient à se former en temps réel. Le scanner fonctionnait par coupe, construisant une image tridimensionnelle du crâne et de la colonne vertébrale supérieure de Thelma, couche par couche. Chaque coupe transversale révélait des structures invisibles à l'œil nu. Les images apparaissaient coupe par coupe, section par section. Le radiologue commentait à voix basse, plus pour lui-même que pour les autres, identifiant les structures au fur et à mesure qu'elles apparaissaient. Os occipital, vertèbre atlas, vertèbre axis, tissu mousse, musculature. Au début, rien d'inhabituel, juste une anatomie humaine normale faisant ce que fait une anatomie humaine. L'amiral Robinson sentit ses épaules se crisper. Cette déception familière commençait à s'installer à nouveau. Bien sûr, ce n'était rien. Bien sûr, c'était juste une autre impasse. Une autre théorie qui semblait prometteuse, mais qui ne menait nulle part. Puis, le docteur Rio se pencha en avant, les yeux plissés. « Attendez, revenez 2 clichés en arrière. » Le radiologue fit défiler les images, et là, c'était bien là. Là, juste là. Si petit que les scans précédents, réalisés à une résolution standard et axés sur différentes zones, l'avaient complètement manqué. Une fracture capillaire dans l'os occipital, à peine visible même maintenant. Une fine ligne sombre traversant la structure osseuse, juste à l'endroit où un ancien traumatisme n'avait jamais complètement guéri. La fracture elle-même était ancienne, clairement vieille de plusieurs années. L'os avait tenté de se réparer, mais sans jamais y parvenir, laissant derrière lui cette faiblesse permanente. Cette subtile déviation par rapport à l'architecture normale, comprimée par le tissu cicatriciel et le léger désalignement osseux qui s'était développé au fil des ans, était un faisceau de nerfs. Le faisceau nerveux occipital responsable de la fonction sensorielle à l'arrière du cuir chevelu, mais également relié de manière critique aux voies autonomes qui régulaient la fonction des follicules pileux dans cette région précise. Le docteur Anko a zoomé sur l'image et l'a améliorée en ajoutant un code couleur pour mettre en évidence la compression nerveuse. La visualisation était claire et indéniable. On pouvait voir exactement où le fragment osseux appuyait sur le faisceau nerveux, où du tissu cicatriciel s'était formé autour du site de la blessure, où l'espace normal entre l'os et le nerf avait été éliminé par un empiètement progressif, régulant la fonction des follicules pileux exactement là où Thelma perdait ses cheveux. Le docteur Rio a murmuré presque pour elle-même. Elle a sorti les photos du cuir chevelu de Thelma du dossier médical et a comparé le schéma de perte de cheveux à la compression nerveuse visible sur le scanner. Il correspondait parfaitement. Les zones de perte de cheveux les plus sévères correspondaient exactement aux voies nerveuses les plus comprimées. Le docteur Rio s'est calé dans son fauteuil et pendant un moment, elle s'est contentée de fixer l'écran. Mon Dieu, ça a toujours été là. La radiologue a zoomé davantage, examinant la fracture sous plusieurs angles, mesurant le degré de compression nerveuse, documentant tout avec la minutie nécessaire à la planification chirurgicale. Cette fracture date d'au moins 8 ans. On peut voir la tentative de guérison, le remodelage osseux, probablement dû à l'impact initial. Cela correspond à un traumatisme contondant à l'arrière de la tête, mais il s'est progressivement déplacé. Vous voyez ce léger déplacement ici? Il ne provient pas de la blessure initiale. Il est progressif, probablement dû au fait que les mouvements normaux de la tête et la tension musculaire ont lentement déplacé le fragment osseux au fil des ans. Au début, la compression nerveuse était minime, à peine perceptible. Peut-être des maux de tête occasionnels, une certaine sensibilité à la lumière, des choses que l'on considérerait comme normales, mais qui s'aggraveraient progressivement avec le temps. Le docteur Rio a terminé, correspondant exactement à la chronologie des symptômes. Il y a 13 mois,
La compression a atteint un seuil où elle a commencé à affecter de manière significative la fonction nerveuse. Les follicules pileux sont incroyablement sensibles aux perturbations nerveuses. Une fois le signal interrompu, ils s'arrêtent, cessent de produire des cheveux et finissent par mourir complètement si la compression n'est pas soulagée. Les mains de l'amiral Robinson tremblaient. Il agrippa le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Et cette fois, le tremblement n'était pas dû à la peur, à l'impuissance ou au poids écrasant de voir sa fille souffrir sans réponse. Cette fois, il était dû à un soulagement si intense, si complet, si totalement inattendu après 13 mois de déception qu'il menaçait de lui faire fléchir les genoux. Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure. « Pouvez-vous le soigner ?» Dr. Rio se tourna vers lui, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il vit une confiance absolue dans les yeux du médecin. Pas la fausse confiance de quelqu'un qui prétend avoir des réponses qu'il ne possède pas, mais la certitude réelle de quelqu'un qui sait exactement quel est le problème et comment le résoudre. Oui, amiral, nous pouvons le soigner. Mais voici ce qui rendait cette découverte si dévastatrice. Le détail qui entrait toutes les personnes impliquées longtemps après la guérison de Thelma. Ce type de fracture apparaît sur les scanners standards. Il aurait dû être détecté. Aucune technologie exotique n'était nécessaire, aucune technique d'imagerie expérimentale, aucun outil de diagnostic de pointe que seuls quelques hôpitaux possèdent. Il s'agissait d'une radiologie de base, le type de scanner qui est prescrit des milliers de fois chaque jour dans les hôpitaux à travers le pays. La raison pour laquelle elle n'a pas été détectée est que l'imagerie précédente s'était concentrée sur les anomalies des tissus mous, les centres de production d'hormones, les marqueurs auto-immunes, les schémas inflammatoires, tout sauf la structure osseuse de base. Car face à un symptôme mystérieux, les spécialistes avaient supposé qu'il s'agissait de quelque chose de complexe, de rare, qui nécessitait leur connaissance spécialisée pour être identifié. Ils cherchaient des zèbres, des diagnostics exotiques qui justifieraient toute leur formation et leur expertise. Ce faisant, ils avaient complètement manqué le cheval qui se trouvait juste devant eux. Une simple fracture, une vieille blessure, quelque chose que n'importe quel résident en radiologie de première année aurait pu repérer s'il avait regardé au bon endroit avec la bonne résolution. 300 spécialistes, 13 mois, 143 tests, et la réponse était là depuis le début, attendant que quelqu'un regarde à l'endroit le plus évident. Ce qui s'est passé ensuite n'avait rien à voir avec des reproches. Le docteur Rio l'a clairement indiqué dès le début, avant même que quiconque n'entre dans la salle de conférence, avant que les conversations délicates ne commencent. Il ne s'agissait pas d'une chasse aux sorcières. Il ne s'agissait pas de pointer du doigt, de détruire des carrières ou de faire des exemples de personnes qui avaient sincèrement fait de leur mieux. Il s'agissait de comprendre comment 300 spécialistes hautement qualifiés, équipés des meilleures technologies et de ressources illimitées, avaient pu passer à côté de quelque chose qu'une infirmière de nuit avait découvert lors d'un examen minutieux. L'équipe de diagnostic s'est réunie dans la salle de conférence B à 14 heures cet après-midi-là. Des neurologues, des endocrinologues, des dermatologues, des rhumatologues, tous les spécialistes qui avaient examiné Thelma pendant 13 mois. Certains sont venus de leur plein gré, curieux de savoir ce qui avait finalement permis de résoudre le cas. D'autres sont venus à contre-cœur, déjà sur la défensive, préparant déjà des justifications pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas trouvé ce qui était apparemment là depuis le début. La salle accueillait une vingtaine de médecins représentant à eux tous plusieurs centaines d'années d'expérience médicale. Les murs étaient tapissés de diplômes délivrés par les institutions les plus prestigieuses au monde. Le docteur Rio se tenait devant la salle, son ordinateur portable connecté au grand écran derrière elle. Elle ne perdit pas de temps en politesse ou en préambule. Elle afficha simplement le scanner haute résolution et leur montra ce qu'ils avaient manqué. La salle devint silencieuse. Les médecins qui discutaient tranquillement s'interrompirent au milieu d'une phrase. On pouvait voir la prise de conscience se dessiner sur leur visage. Un malaise s'installa lorsqu'ils comprirent ce qu'ils regardaient. Une fracture capillaire, une compression nerveuse, quelque chose de fondamental, presque embarrassant de simplicité, quelque chose qui causait la souffrance de Thelma depuis plus d'1 an. Alors qu'ils cherchaient des explications exotiques, quelqu'un s'éclaircit la gorge. Une autre personne s'agita sur sa chaise.
Le silence était lourd de questions tacites, la fierté professionnelle en prenant un coup face à la reconnaissance inconfortable qu'ils avaient échoué non pas parce qu'ils manquaient de compétences, mais parce qu'ils avaient mal abordé le problème. Il ne s'agit pas de la compétence de qui que ce soit, dit le Doririo d'une voix calme mais ferme. Tout le monde dans cette pièce est excellent dans son domaine. Vous êtes de brillants diagnosticiens. Vous avez suivi les protocoles, prescrit les tests appropriés, consulté vos collègues. Vous avez tout fait correctement, conformément à la formation que nous avons reçue pour aborder les cas mystérieux, et c'est précisément là le problème. Elle laissa cette remarque faire son effet pendant un moment, puis poursuivit. Nous étions tellement concentrés sur la recherche d'une réponse complexe que nous n'avons jamais envisagé une réponse simple. Nous avons prescrit des centaines d'examens spécialisés, des séquençages génétiques, des panels de maladies rares, des marqueurs anticorps expérimentaux, mais nous n'avons jamais demandé un scanner haute résolution de base du site de la blessure à partir de ses antécédents médicaux. Nous avons cherché des zèbres et avons manqué le cheval. L'un des neurologues, le Dr. James Winters, celui-là même qui avait rejeté les inquiétudes de Lara ce matin-là, a pris la parole. Sa voix était lourde, entre frustration et honte. Son formulaire d'admission mentionnait la chute pendant l'enfance. Je l'ai vu. C'est écrit dans ses antécédents médicaux. Mais c'était il y a 8 ans et elle a dit que c'était mineur. Traité et sorti des urgences. Je n'ai pas pensé exactement. Le Dr. Rio l'a interrompu, sans méchanceté, mais avec fermeté. Vous n'avez pas pensé que c'était important. Aucun d'entre nous ne l'a pensé. Et c'est le problème systémique que nous devons résoudre, car nous avons été formés à rechercher des maladies exotiques, des syndromes rares, des affections complexes qui nécessitent nos connaissances spécialisées. La formation médicale nous apprend à penser à l'inhabituel, au compliqué, au difficile à diagnostiquer. Nous avons oublié que parfois, l'explication la plus simple est la bonne. Le docteur Patricia Holmes, l'une des endocrinologues, s'est penchée en avant. Mais nous avons fait des examens d'imagerie, plusieurs scanners s'il y avait une fracture. Les scanners à résolution standard visaient à exclure les masses, l'inflammation et les anomalies hormonales. Le docteur Rio a déclaré « Aucun d'entre vous n'a demandé d'imagerie squelettique de la région occipitale, car aucun d'entre vous ne pensait à un ancien traumatisme comme cause actuelle. La blessure figurait dans ses antécédents, mais elle avait été classée comme une information passée sans importance. Nous l'avons vue, nous l'avons reconnue et nous l'avons écartée. » Un autre médecin, plus jeune, peut-être un interne ou un collègue, a levé la main avec hésitation. Alors, qu'aurions-nous dû faire différemment? Le docteur Rio a sorti le formulaire d'admission de Thelma, celui que tous les spécialistes avaient examiné, celui qui indiquait clairement dans les antécédents médicaux âge 16 ans, chute de cheval, traumatisme crânien, consultation, sortie le jour même. C'était écrit noir sur blanc, vu par des dizaines d'yeux et ignoré par chacun d'entre eux. Nous aurions dû faire le lien entre le passé et le présent. Le docteur Rio a déclaré « Nous aurions dû nous demander si cette ancienne blessure pouvait être pertinente. Nous aurions dû réfléchir de manière mécanique à ce qui pouvait causer une perte de cheveux progressive selon ce schéma spécifique. Nous aurions dû écouter l'infirmière qui avait passé du temps à observer la patiente et qui avait remarqué des choses que nous avions manquées lors de nos consultations de 5 minutes. La salle est devenue mal à l'aise à ce moment-là, car tout le monde savait qui avait découvert la fracture. Tout le monde savait que ce n'était pas l'un des spécialistes ayant des dizaines d'années d'expérience. C'était Leora Vance, une infirmière de nuit ayant 6 ans d'expérience. Une personne que la plupart des médecins présents dans cette salle avaient ignorée lorsqu'elle avait tenté d'attirer leur attention sur ce point. Ce cas devrait nous rendre humbles, a poursuivi le docteur Rio. Non pas nous humilier, mais nous rendre humbles. Cela devrait nous rappeler que la formation médicale, malgré toute sa rigueur et sa sophistication, peut parfois nous amener à négliger l'évidence. Nous devenons tellement spécialisés que nous en oublions les bases. Nous nous concentrons tellement sur notre domaine d'expertise particulier que nous ne voyons pas le patient dans son ensemble. Et c'est là que cette histoire dépasse le simple cas de Thelma Robinson et de sa mystérieuse perte de cheveux. Car si cela a pu se produire ici, au St. Catherine's Medical Center, classé parmi les 10 meilleurs hôpitaux des États-Unis, doté d'un personnel composé de certains des esprits les plus brillants de la médecine,
équipé d'une technologie de pointe et de ressources illimitées. Si 300 spécialistes ont pu manquer une simple fracture ici, alors combien d'autres patients souffrent de problèmes simples qui sont négligés parce qu'ils ne correspondent pas au schéma attendu? Combien de personnes se voient en dire que leurs symptômes sont psychologiques alors qu'ils sont en réalité physiques? Combien subissent des tests invasifs coûteux pour des maladies rares alors que la réponse est quelque chose de basique que personne n'a pensé à vérifier? Combien souffrent parce que le système de santé est devenu si spécialisé, si compartimenté, si axé sur la complexité qu'il a oublié comment voir les vérités simples? Les médecins dans cette salle de conférence n'étaient pas mauvais dans leur travail. Ils étaient victimes d'un système qui les avait formés à penser d'une certaine manière, à privilégier certains types de connaissances par rapport à d'autres, à faire davantage confiance aux tests qu'à l'observation, à respecter les diplômes plus que l'attention minutieuse. Et une infirmière de nuit formée différemment, abordant le problème sous un angle différent, avait vu ce qu'ils avaient tous manqué. L'opération elle-même était relativement simple. C'est du moins ainsi que le docteur Rio l'avait décrite lorsqu'il avait expliqué la procédure à l'amiral Robinson la veille au soir. Décompresser le faisceau nerveux en supprimant soigneusement la pression exercée par le fragment osseux. Lisser la partie fracturée de l'os occipital afin d'éliminer toute arête vive susceptible de causer des problèmes à l'avenir. Retirer le tissu cicatriciel qui appuyait sur ses voies nerveuses vitales depuis plus d'1 an, étouffant lentement les signaux qui maintenaient les follicules pileux de Thelma en vie et fonctionnels. 3 heures du début à la fin. Une procédure neurochirurgicale de routine, du type de celle que l'équipe de St. Catharines pratiquait régulièrement. Le docteur Rio dirigerait l'opération, assisté du docteur Onko et d'un interne en chirurgie. L'anesthésie maintiendrait Thelma inconsciente et sans douleur. Les risques étaient minimes. Il ne s'agissait pas d'une opération du cerveau, ni de toucher quoi que ce soit d'essentiel à la vie, aux fonctions cognitives, mais simplement d'un travail minutieux et précis visant à réparer les dommages causés par le temps et les circonstances. Mais pour l'amiral Robinson, qui attendait dans la salle d'attente chirurgicale au 3e étage, ces 3 heures lui semblaient durer 3 ans. Il était assis sur l'une de ces chaises en vinyle inconfortables que l'on trouve dans toutes les salles d'attente des hôpitaux, conçues davantage pour être faciles à nettoyer que pour le confort des patients. Ses mains agrippées les accoudoirs, les jointures blanchies, tandis qu'il regardait l'horloge murale avancer avec une lenteur agonisante. Il avait affronté le combat. Il avait pris des décisions qui avaient mis des gens en danger. Il s'était tenu sur le pont des porte-avions pendant des tempêtes qui auraient dû les faire couler. Mais rien dans sa carrière militaire ne l'avait préparé à ce sentiment particulier d'impuissance. Assis dans une salle d'attente pendant que quelqu'un opérait le crâne de sa fille, incapable de faire autre chose qu'attendre, espérer et prier pour que cette fois-ci, le cauchemar prenne enfin fin. Léora s'était assise à ses côtés pendant une partie de l'opération. Elle avait terminé son service depuis des heures et aurait dû être chez elle en train de dormir après une longue nuit. Mais elle était restée silencieuse, assise à 2 chaises de l'amiral, sans dire grand-chose, sans offrir de fausses assurances ou de platitudes vides de sens, juste présente, juste là. Parce que parfois, la chose la plus importante que l'on puisse faire pour quelqu'un, c'est simplement de ne pas le laisser seul. Il ne parlait pas beaucoup. Qu'y avait-il à dire? L'amiral n'était pas très bavard, même dans les meilleures circonstances. Et là, les circonstances n'étaient pas optimales. Mais au bout d'environ 90 minutes d'attente, il s'est tourné vers elle. « Merci », a-t-il dit doucement, « de l'avoir vue, de l'avoir vraiment vue. » Léora a hoché la tête. « Elle est facile à voir, monsieur, une fois qu'on prend le temps de la regarder. » 2 heures et 47 minutes après que Thelma ait été emmenée en salle d'opération, les portes de la salle d'attente se sont ouvertes. Le docteur Rio est sorti, toujours vêtu de sa blouse et de sa charlotte, et elle souriait. Ce n'était pas le sourire poli et professionnel que les médecins affichent lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer une nouvelle soigneusement formulée. C'était un vrai sourire, celui qui atteint les yeux, celui qui traduit un soulagement et une satisfaction sincère. L'amiral Robinson s'est levé avant même qu'elle ait fait 3 pas dans la pièce. L'opération s'était parfaitement déroulée, a déclaré le docteur Rio. Nous avons soulagé toute la pression sur le faisceau nerveux. Le fragment osseux se trouvait exactement là où l'imagerie l'avait montré, et nous avons pu le lisser sans aucune complication.
Le tissu cicatriciel s'est détaché proprement. Tout semble aller bien, et ses cheveux... La voix de l'amiral était rauque d'émotion. Il avait du mal à se contrôler. Maintenant, nous attendons de voir comment son corps réagit. Le docteur Rio a dit honnêtement que nous avions éliminé la cause du problème. Nous avons donné à ses voies nerveuses la chance de guérir et de recommencer à fonctionner normalement. Mais la régénération des follicules pileux ne se fait pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. Théma s'est réveillée en salle de réveil environ 1 heure plus tard, encore groggy à cause de l'anesthésie, mais dans un état stable. Elle avait la tête bandée et le regard distant et confus que l'on a souvent lorsqu'on sort d'une sédation profonde. L'amiral était assis à côté de son lit, lui tenant la main, sans rien dire, car il n'y avait rien à dire. Elle était en vie. L'opération avait été un succès. Pour la première fois en 13 mois, ils avaient une véritable voie à suivre. La régénération des follicules pileux ne se fait pas du jour au lendemain. Le docteur Rio avait été clair à ce sujet. Il fallait gérer les attentes, même dans un moment de triomphe. Il faudrait des semaines pour voir les résultats, peut-être des mois pour une repousse complète. Les nerfs avaient besoin de temps pour guérir, pour se souvenir de leur fonction, pour commencer à envoyer les signaux qui réveilleraient les follicules dormants et encourageraient une nouvelle croissance. Mais pour la première fois depuis plus d'1 an, il y avait une voie claire à suivre, une explication réelle à ce qui s'était passé. Un véritable espoir fondé sur la compréhension plutôt que sur une foi désespérée. Il savait ce qui n'allait pas. Il l'avait réparé. Maintenant, ce n'était plus qu'une question de temps. Les semaines qui suivirent furent un exercice de patience. Thelma rentra chez elle après 3 jours à l'hôpital, se remettant rapidement de l'opération. L'incision cicatrisait bien. Les maux de tête auxquels elle s'était tellement habituée qu'elle avait cessé d'en parler s'estompèrent progressivement. La sensibilité à la lumière diminua. De petites améliorations qui confirmaient que la compression nerveuse était la cause principale de bien plus que la simple perte de cheveux. Mais les cheveux eux-mêmes mettaient plus de temps à repousser. La première semaine, rien de visible. La deuxième semaine, toujours rien. L'amiral Robinson se surprenait à vérifier anxieusement à chaque visite, à la recherche de signes de repousse, essayant de ne pas montrer son inquiétude que les dommages aient pu être permanents. Peut-être avait-il attendu trop longtemps. Peut-être. La 3e semaine. Thelma fut la première à le remarquer. De minuscules nouveaux cheveux, presque invisibles, le long de la racine des cheveux. Si fins qu'ils étaient à peine visibles, comme des cheveux de bébé, comme les premières pousses délicates du printemps après un long hiver. Elle a appelé son père, la voix tremblante d'émotion. « Il repousse, papa. Il repousse vraiment. » La 4e semaine, la repousse était indéniable. Fin, oui. Clairsemé, oui, mais ils repoussaient. La 5e semaine, ils étaient plus épais. La 6e semaine, ils comblaient les zones qui étaient restées dénudées pendant si longtemps. Et puis, 6 semaines après l'opération, par un mardi matin ensoleillé à la fin du printemps, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Thelma Robinson est entrée au centre médical St. Catharines de son propre chef, vêtue d'une robe d'été jaune et arborant, un sourire qui n'avait pas faibli depuis 6 mois. Ses cheveux, épais, sains, repoussant en boucles qui reflétaient la lumière de l'après-midi, encadraient son visage comme avant, comme ils étaient censés le faire. La même lumière du soleil qui filtrait à travers les hautes fenêtres de l'hôpital. La lumière qui avait autrefois illuminé sa souffrance, alors que son père, impuissant, la regardait, reflétait désormais l'éclat d'une santé retrouvée, d'une vie reconquise. Cette fois-ci, elle n'était pas là pour se faire soigner. Pas de rendez-vous, pas d'examen, pas de médecin attendant de l'examiner et de lui expliquer ce qu'il ne comprenait toujours pas. Elle était là pour dire merci. Leora était au poste des infirmières lorsqu'elle vit Thelma arriver dans le couloir. Pendant un instant, elle ne l'a pas reconnue. Cette jeune femme dynamique qui se déplaçait avec assurance et joie ne ressemblait en rien à la patiente épuisée et désespérée de cette nuit de garde, 6 mois auparavant. Mais leurs regards se sont croisés, elles se sont reconnues et le sourire de Thelma s'est élargi. « Leora, je voulais que tu vois ça. » Thelma a fait un geste vers ses cheveux, riant à travers les larmes qui coulaient déjà. « Regarde, ils ont repoussé. »« Oh mon Dieu, Thelma, tu es magnifique. » Elles s'étreignirent là dans le couloir. 2 femmes qui étaient des inconnues 6 mois auparavant,
désormais liés par un moment d'observation attentive qui avait tout changé. Thelma pleurait et Leora pleurait, et aucune d'elles ne se souciait d'être vue. « Grâce à toi, murmura Thelma, parce que tu as pris le temps de vraiment me regarder, de m'écouter, de voir ce que tout le monde avait manqué. » L'amiral Robinson était là aussi, se tenant à une distance respectueuse, leur laissant leur moment. Et quand elles se sont finalement séparées, quand Thelma a essuyé ses yeux et s'est tournée vers son père pour l'inclure dans les retrouvailles, il s'est avancé et a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant dans sa carrière militaire décorée. Il a salué un civil. Pas une simple marque de respect, mais un salut formel complet. Le dos droit, la main tendue, les yeux fixés sur Leora avec une intensité qui en disait long. « Infirmière Vance, vous m'avez rendu ma fille. Aucun mot, aucune médaille, aucun honneur ne peut égaler ce cadeau. Merci, Leora. » Peu à l'aise avec les compliments, elle se contenta de sourire. « Je n'ai fait que mon travail, monsieur. J'ai simplement regardé ma patiente, c'est tout. » Mais ce n'était pas seulement son travail. C'était sa vocation, et cela nous rappelle que parfois, les avancées médicales les plus importantes ne viennent pas des personnes les plus qualifiées. Elles viennent de ceux qui se soucient suffisamment de leurs patients pour regarder au-delà du dossier médical et voir l'être humain qui se trouve devant eux. Le Centre médical Sainte-Catherine a apporté des changements après le cas de Thelma. De véritables changements, pas des mises à jour superficielles des politiques annoncées en grande pompe et discrètement oubliées en quelques mois, mais des changements fondamentaux dans la manière dont ils abordaient les soins aux patients et la médecine diagnostique. Ils ont mis à jour leur protocole de diagnostic afin d'inclure des examens complets des antécédents des patients pour tous les spécialistes, exigeant des médecins qu'ils examinent spécifiquement les blessures et les traumatismes passés, quel que soit leur âge ou leur apparente gravité, avant de prescrire des tests spécialisés coûteux. Ils ont créé des équipes de diagnostic collaboratives où les observations des infirmières ont autant de poids que les évaluations des médecins, où l'attention minutieuse d'une infirmière de nuit est autant valorisée que les résultats d'examens spécialisés. Ils ont mis en place une formation obligatoire sur les biais cognitifs en médecine, explorant la tendance à négliger les explications simples lorsqu'on en cherche des complexes, le danger de rejeter les antécédents médicaux comme non pertinents, le risque de laisser l'ego professionnel prendre le pas sur les soins aux patients. Le Dr Rio a présenté le cas de Thelma lors d'une conférence médicale nationale cet automne-là. Elle s'est tenue devant des centaines de médecins et leur a révélé la vérité dérangeante. 300 spécialistes avaient manqué ce qu'une infirmière avait découvert. La présentation est devenue virale dans les milieux médicaux, a suscité des débats dans les revues spécialisées et est devenue incontournable dans les grandes conférences à travers le pays. Elle est devenue un exemple pédagogique dans les écoles d'infirmières et les facultés de médecine, non pas comme une histoire d'échec et de honte, mais comme une histoire de ce qui est possible lorsque l'on se souvient que la médecine est à la fois une science et un art, et que parfois, l'art de vraiment voir son patient est tout aussi important que la science de le soigner. Leora Vance a été promue infirmière de liaison diagnostique, un poste nouvellement créé destiné à combler le fossé entre l'observation clinique et le diagnostic médical. Elle forme désormais de nouvelles infirmières, leur enseignant les mêmes leçons qu'elle a apprises il y a des années en voyant sa grand-mère souffrir à cause d'un diagnostic erroné. Les diplômes sont importants, mais une attention particulière l'est encore plus. Elle leur apprend à s'asseoir avec les patients, à observer leurs mouvements, à écouter non seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce que leur corps révèle. Elle leur enseigne qu'être infirmière, c'est en fait être la personne qui passe le plus de temps avec les patients, qui voit des choses que les médecins ne remarquent pas lors de leur consultation de 5 minutes, qui a le pouvoir de changer le cours des choses si elle refuse de se taire. Et Thelma, elle s'est inscrite à l'école d'infirmière, décidée à travailler dans le domaine médical, car observer les soins de santé du point de vue des patients avait éveillé quelque chose en elle. Elle voulait devenir le genre de professionnel de santé qui lui avait sauvé la vie. Quelqu'un qui voit les patients, pas seulement les symptômes, quelqu'un qui écoute, pas seulement qui fait des tests, quelqu'un qui se souvient que derrière chaque cas mystérieux se cache un être humain qui mérite d'être vu. Car en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit vraiment dans cette histoire. Pas des 300 experts qui ont manqué le diagnostic, même si leur échec a son importance.
Pas même de l'infirmière qui l'a trouvé, même si son courage et son sens de l'observation ont tout changé. Il s'agit simplement de l'acte radical qui consiste à prêter attention, à traiter les gens comme s'ils comptaient, à refuser d'arrêter de chercher simplement parce que tout le monde a abandonné.